Ma sœur m'a envoyé un texto, tu es viré du mariage. C'est réservé à la vraie famille. J'ai répondu, super. Alors la vraie famille peut payer ses propres factures. Ils ont continué à rire dans le groupe de discussion, mais le lendemain matin, ils sont devenus fous. J'étais en train de faire la queue à la caisse d'un magasin de décoration, mon chariot rempli de coussins dont je n'avais absolument pas besoin, quand le message s'est affiché sur mon téléphone, 6 mots venant de ma sœur, Chloé, tu es virée du mariage. C'est réservé à la vraie famille. Pas d'émoji, pas d'explication, juste ça. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Chloé a toujours été du genre dramatique, c'est sûr, mais de là à me désinviter de son mariage alors que je n'avais rien fait. Du moins, rien récemment. Nous ne nous étions pas disputés, nous n'avions même pas parlé autrement que pour des banalités depuis quelques semaines. Mais ensuite, j'ai ouvert le groupe WhatsApp, celui avec nos cousines, notre mère, nos tantes et certaines des demoiselles d'honneur de Chloé, et j'ai vu les messages qui ont suivi. L'une des demoiselles d'honneur, Léa, a envoyé un emoji mort de rire. Puis Chloé a ajouté, pas de drame pour mon grand jour. Sophie ne fait tout simplement plus partie du truc. Une autre cousine a répondu, elle ne vient pas de payer pour tes retouches de robe? Chloé a répliqué, ah, ouais. Mais c'est annulé aussi. Elle peut reprendre sa charité. Encore des émojis qui rigolent. Personne n'a dit un mot pour me défendre. Pas une seule personne. J'ai fixé mon téléphone comme si j'essayais d'y mettre le feu par la pensée. Je n'arrivais même pas à traiter l'information sur le coup. J'ai toujours été celle qui était là pour elle. J'ai payé ses factures quand Chloé était à la fac, je l'ai aidée à obtenir son premier appartement à Lyon, j'ai géré la situation quand elle a explosé le plafond de sa carte bleue il y a 2 ans, et je n'ai jamais demandé le moindre centime en retour. Pour le mariage, j'avais déjà payé la moitié de la compte du traiteur, le digi et toutes les compositions florales parce qu'elle disait qu'elle était un peu juste financièrement. Elle m'avait dit que j'étais la seule en qui elle avait confiance pour gérer les choses. C'était il y a 6 semaines. Maintenant, soudainement, je ne suis plus vraiment de la famille. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'ai juste laissé mes articles à la caisse et je suis sorti du magasin. Je suis rentré directement chez moi, je me suis assise sur mon canapé et j'ai fait défiler tous les reçus numériques que j'avais. Puis j'ai tapé ma réponse dans le groupe WhatsApp, super. Alors la vraie famille peut payer ses propres factures. J'ai joint toutes les factures que j'avais réglées. Traiteur, 3 800 €. Digi, 1 400 €. Fleuriste, 2 100 €. Acompte photographe, 900 €. J'ai envoyé les captures d'écran les unes après les autres, puis j'ai tout annulé, prestataire par prestataire. Le groupe de discussion s'est enflammé. Au début, c'était encore des moqueries. Chloé a envoyé un « Ok, t'es juste aigri » et Léa a posté un mème sur les Brizia. Mais le lendemain matin, l'ambiance avait changé du tout au tout et ils ne riaient plus du tout. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'avais 47 messages non lus. Je ne les ai même pas regardés tout de suite. J'ai fait du café, ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air frais de l'automne. J'étais calme, d'un calme glacial, comme ce genre de calme qui survient après que quelqu'un a actionné un interrupteur en vous qu'on ne peut plus éteindre. Quand j'ai enfin ouvert la discussion de groupe, le ton avait complètement basculé pendant la nuit. Chloé écrivait, « Tu plaisantes, j'espère ? Tu as sérieusement annulé les prestataires ? C'est bas, Sophie. Même pour toi. » Puis maman est intervenue, « Tu dois arranger ça. C'est le mariage de ta sœur. » Elle était stressée. Elle ne le pensait pas. On n'annule pas le mariage de quelqu'un par pure méchanceté. J'ai relu ce message 2 fois. Par méchanceté. Je n'avais rien dit de cruel. Je ne l'avais pas insulté ni fait de caprice. J'avais juste coupé le robinet à argent. Celui que je n'aurais jamais dû ouvrir en premier lieu. Puis Chloé a envoyé le message qui m'a vraiment touché, « Tu as toujours été jalouse que je me marie en premier. Tu n'as jamais voulu que ça m'arrive. » Celui-là m'a fait l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. Pas parce que c'était vrai, ce n'était pas le cas, mais parce qu'elle le croyait vraiment. Et j'ai commencé à réaliser qu'elle ne me voyait plus seulement comme le plan de secours, elle me voyait comme une menace pour son petit monde imaginaire. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de la fleuriste. Elle m'a dit que Chloé l'avait appelée en hurlant, exigeant que les commandes soient rétablies,
prétendant que je n'avais aucun droit d'annuler, mais le paiement avait été fait à mon nom. Je lui ai dit que je ne couvrirais plus rien d'autre et je lui ai souhaité bon courage. Ensuite, j'ai reçu un appel de papa. Il ne m'appelle jamais. Alors, quand son nom s'est affiché, j'ai pensé que peut-être, enfin, quelqu'un allait voir la situation telle qu'elle était. Non. Il a demandé si j'avais vraiment saboté le mariage de Chloé. Il a demandé si j'étais encore bloqué sur cette dispute d'il y a 2 ans. Je lui ai dit que ça n'avait rien à voir avec une dispute. C'était le fait de s'entendre dire que je ne faisais pas partie de la famille alors que je réglais la note de la fête. Il a dit, tu es mesquine. Je n'ai pas dit un mot. Ce soir-là, j'ai envoyé un dernier message dans le groupe, attendez votre cadeau de mariage. Personne n'a répondu. Pas un seul d'entre eux. Ils étaient probablement tous ensemble en train de chuchoter sur mon compte, me traitant de folle, d'égoïste, d'aigri. Mais je n'étais pas assise à pleurer. Je travaillais sur quelque chose. Vous voyez, Chloé avait oublié que j'avais habité avec elle, que je connaissais tous ses mots de passe, que je l'avais aidée à nettoyer des dégâts dont elle m'avait supplié de ne pas parler à maman et papa. Et plus important encore, elle avait oublié le nouvel an. La nuit où je suis entré accidentellement dans sa chambre en cherchant un chargeur de téléphone et où je l'ai vu embrasser quelqu'un qui n'était définitivement pas son fiancé. Il s'appelait Lucas et j'avais une vidéo. Je n'avais pas eu l'intention de la filmer. J'avais tâtonné pour allumer ma lampe torche et j'avais accidentellement appuyé sur enregistrer. Je l'avais gardé de côté à l'époque, me disant que ce n'était pas mes affaires, mais maintenant. Maintenant c'était tout à fait mes affaires. Je n'ai rien dit cette semaine-là. Je les ai laissés mariner. Chloé a posté des légendes Instagram vagues sur les énergies toxiques et le fait de protéger sa paix intérieure. Quelques-uns de nos proches les ont repostés. Le mariage avait toujours lieu. Elle avait raclé les fonds de tiroir pour trouver des remplaçants, probablement bon marché, mais le spectacle continuait et j'allais y être. La cérémonie était prévue pour samedi après-midi dans un domaine viticole loué à 2 heures de la ville. Je n'étais techniquement plus invité, mais je savais qu'ils ne vérifieraient pas les noms à l'entrée. C'était une entreprise familiale, décontractée, sans sécurité. Chloé s'imaginait probablement que je n'oserais pas montrer mon visage après tout ce drame. C'est laquelle a mal calculé. Je me suis présenté dans une robe bleu marine, pas accent grave l'œil, juste assez pour avoir l'air à ma place. J'ai même apporté une carte, glissée dans une petite enveloppe blanche, et je l'ai mise dans l'urne près du livre d'or. À l'intérieur de la carte, j'avais écrit 6 mots, j'espère que vous aimerez les souvenirs. Je suis resté au fond pendant la cérémonie. Je n'ai parlé à personne. La plupart de la famille était assise vers l'avant. Nos parents, nos oncles et tantes, nos grands-parents. Chloé se tenait sous une arche blanche enveloppée de fausses vignes, son sourire large, sa robe douloureusement chère, cherchant du regard quelqu'un qui ne pouvait pas se payer des centres de table il y a 3 jours. Son fiancé, Thomas, avait l'air heureux. Nerveux, mais heureux. Je l'ai observé attentivement. Ce type avait toujours été assez gentil, poli lors des réunions de famille, ennuyeux d'une manière qui le rendait digne de confiance. Je n'avais aucune raison de ne pas l'aimer. En fait, je me sentais mal pour lui. Il n'avait aucune idée de la personne avec qui il s'apprêtait à s'engager pour la vie. Quand l'officiant a commencé la dernière partie de la cérémonie, les vœux, j'ai sorti mon téléphone. J'avais déjà préparé la vidéo. Elle ne durait que 22 secondes. Filmée à travers l'entrebâillement de la porte. La voix de Chloé était claire comme de l'eau de roche, ses mains dans les cheveux de Lucas, riant, chuchotant, c'est juste une roue de secours. Je ne l'aime pas comme je t'aime, toi. J'ai appuyé sur envoyer. La vidéo est partie sur le groupe WhatsApp de toute la famille. Chaque cousin, tante, oncle, et oui, Thomas. J'ai vu le moment exact où il a senti la vibration dans sa poche. Chloé aussi. Son sourire a tressailli. Il a sorti son téléphone en pleine cérémonie. Ma mère, ma tante et ma cousine Lindsay ont fait de même. Un par un, les gens ont commencé à murmurer. Des regards confus, des téléphones qui s'allument. Puis Thomas a levé la main, arrêtant l'officiant. Il s'est tourné vers Chloé et a dit quelque chose calmement, quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre, et a tenu l'écran devant son visage. Elle a blêmi. Elle a essayé de lui arracher le téléphone, mais il l'a retiré. Puis il a regardé par-dessus son épaule,
droit dans la foule, droit vers moi. C'est à ce moment-là que je me suis avancé, j'ai marché dans l'allée centrale jusqu'à l'hôtel. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ri. J'ai juste dit une chose, vous devez tous savoir qui est vraiment ma sœur. Personne n'a bougé. Personne ne m'a interrompu. Chloé n'a pas parlé. Elle m'a juste fixé, sidéré, la bouche ouverte comme si elle n'arrivait pas à décider quelle émotion feindre en premier. Puis c'est parti en vrille. Chloé s'est jetée sur moi, renversant pratiquement l'officiant. Elle a hurlé quelque chose que je n'ai même pas pu comprendre. Probablement des menaces, peut-être des insultes. Mais avant qu'elle ne m'atteigne, Thomas s'est interposé et lui a saisi le bras. Elle s'est retournée contre lui. Grosse erreur. Parce que Thomas n'a pas lâché prise. Il n'a pas crié. Il est juste resté là, le visage de marbre, la tenant par le poignet comme si elle était une étrangère qui venait d'essayer de voler son portefeuille. Il lui a posé 3 mots, c'est vrai? Chloé a commencé à pleurer. Pas des pleurs mignons, mais des halètements désespérés, le visage rouge. Elle n'arrêtait pas de dire « je suis désolée ». Et que ça ne signifiait rien, et que c'était juste une fois, mais Thomas ne la regardait plus. Il regardait à nouveau la vidéo. Puis il est parti. Il n'a pas seulement quitté l'hôtel, il a quitté le domaine, est monté dans sa voiture et a démarré. Chloé s'est effondrée sur l'herbe, toujours en train de sangloter. Notre mère a couru vers elle. Quelques demoiselles d'honneur ont suivi. Personne ne s'est approché de moi. Je suis retourné à ma voiture sans me retourner. Sur le chemin du retour, j'ai éteint mon téléphone. Je n'avais pas besoin de voir les retombées. Je savais déjà. Quand j'ai rallumé mon téléphone ce soir-là, je m'attendais à une tempête de feu. Ce que j'ai eu, c'est un chaos silencieux, le genre qui semble plus lourd que des cris. 36 appels manqués, la plupart de ma mère. Quelques numéros inconnus, probablement des proches essayant de faire comme s'ils avaient soudainement une opinion neutre. Un message vocal de Chloé. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai juste supprimé. Le groupe familial était une zone de guerre. Des messages volaient dans tous les sens. Quelques-uns avaient encore la vidéo ouverte, commentant dessous comme si c'était une publication Facebook. Oncle Rémi, c'est une putain de honte. Cousine Lindsay, je savais qu'il y avait un truc qui clochait chez elle. Elle a essayé de draguer Lucas à ma fête de fiançailles l'année dernière. Maria, c'est une affaire privée. Sophie, ce n'était pas ta place. Que tout le monde arrête. Ça n'aide pas. Et finalement, mon père, nous ne tolérons pas ce genre d'humiliation publique dans cette famille. Pas son humiliation à elle, leur embarras à eux. C'était ça le vrai crime apparemment. Pas la tromperie, pas les mensonges, pas ce qu'elle avait dit sur Thomas comme étant une roue de secours. Non, le problème était que je l'avais révélé et qu'en faisant cela, je les avais fait mal voir. Au matin, le chat était redevenu calme. Puis les textos ont commencé à arriver un par un en privé. Tu as prouvé ton point. Ça suffit. Chloé, j'espère que tu es contente. Tu as détruit ma vie. Tu ne connais même pas toute l'histoire. Cousine Jess, ça va toi? Ce dernier message m'a fait marquer une pause. C'était le premier message qui n'était pas chargé de jugement. Je l'ai regardé un moment mais je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas de sympathie. Je voulais de l'espace. Cet après-midi-là, papa a rappelé. J'ai laissé aller sur la messagerie. Il a laissé une phrase, « Ta mère est inconsolable. Appelle-la. » Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à l'endroit où Thomas travaillait. Un petit garage à l'est de la ville. Je n'étais pas sûr pourquoi. Peut-être juste pour m'assurer qu'il allait bien. Ou peut-être pour m'excuser. Il n'était pas là. Son collègue a dit qu'il avait pris sa semaine. J'ai laissé mon numéro et leur ai dit de le lui donner s'il voulait parler un jour. Puis je suis rentré, j'ai baissé les stores et j'ai dormi pendant 13 heures. Le week-end suivant, Chloé avait nettoyé tout son Instagram. Plus de posts, plus de stories, juste sa bio et une photo de profil qui semblait dater de l'année dernière. Les photos du mariage, celles qu'elle avait postées à l'avance avec le hashtag qu'elle avait inventé, toutes disparues. Le hashtag lui-même avait été détourné. Les gens avaient commencé à poster des mèmes dessous.
Certains ont même repartagé la vidéo montée avec une musique dramatique. Elle était humiliée publiquement maintenant et soudain, je n'étais plus la méchante. Mais ça n'a pas duré parce qu'en quelques jours, la famille a fait bloc. Maman a encore envoyé un texto, on t'a mieux élevé que ça. C'est ta sœur. Tu étais censé la protéger, pas la détruire. Et puis est venu le coup de grâce, on n'est pas sûr de vouloir ta présence à Noël cette année. Les choses sont trop à vif. J'ai fixé ce message le plus longtemps. Après tout ce que Chloé avait fait, les mensonges, la trahison, l'arrogance, la façon dont elle m'avait utilisé comme un distributeur automatique pour ensuite me jeter, c'était moi qu'on mettait à l'écart, pas elle, moi. Alors, j'ai tapé une seule phrase en retour, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas là. J'ai quitté le groupe familial, bloqué le numéro de Chloé, supprimé les messages vocaux, et puis je me suis assise là sur mon canapé, seule, pas dramatique, pas en colère, juste silencieuse. Ça m'a frappé alors pour la première fois dans tout ça, je n'avais plus de sœur. La semaine après le mariage a été étrangement silencieuse. Pas d'appel, pas de texto, pas même un commentaire passif-agressif sur mes réseaux sociaux, ce qui était étrange vu à quel point ma famille était habituellement bruyante quand ils étaient contrariés. Ils n'étaient pas silencieux parce qu'ils n'avaient rien à dire. Ils étaient silencieux parce que j'étais devenu le problème dont ils ne voulaient pas parler en public. La tâche qu'ils ne pouvaient pas laver sans attirer plus d'attention. Chloé n'a pas repris contact. Je pensais qu'elle publierait peut-être un communiqué. Quelque chose sur le fait d'avoir été trahie ou incomprise, mais elle ne l'a pas fait. Elle a disparu. Évaporée des pages de tous nos amis communs. C'était comme si elle était entrée dans la clandestinité. Puis environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Thomas. Numéro inconnu. Je n'ai décroché que parce que j'attendais un appel professionnel, mais à la seconde où j'ai entendu sa voix, je me suis figé. Il a demandé si j'avais le temps de parler. Je lui ai dit que je ne lui devais rien, mais il a dit que ce n'était pas pour ça qu'il appelait. Il a dit « merci ». Il a dit qu'il avait regardé la vidéo 10 fois cette nuit-là, et pas parce qu'il ne la croyait pas. Il la croyait, mais parce qu'il ne comprenait pas comment il avait pu passer à côté. La façon dont elle avait été distante, distraite, ou excessivement affectueuse juste avant les grosses disputes. Tout prenait sens maintenant. Elle n'était pas incertaine à son sujet. Elle voulait juste être vue comme la gentille. La victime. Il m'a dit qu'il avait quitté la ville, résilié le bail de leur appartement, pris des congés et qu'il était allé chez un ami en Bretagne. Il a dit qu'il n'avait même pas encore dit à ses propres parents ce qui s'était passé. Je ne sais pas avec qui j'allais me marier, a-t-il dit. Mais je suis content de ne pas l'avoir fait. Il m'a demandé si j'allais bien. C'était la première fois que quelqu'un me demandait vraiment ça sincèrement. Je lui ai dit que je ne savais pas. Je n'étais pas exactement triste. Je n'étais plus en colère non plus, juste vide, comme si quelqu'un avait découpé une partie de ma vie et l'avait remplie d'air froid. Il a dit quelque chose que je n'oublierai pas, parfois, tu perds des gens qui n'ont jamais été vraiment à toi. On n'a pas beaucoup parlé après ça. Il m'a remercié encore et je lui ai souhaité de trouver la paix. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Je crois que je voulais le faire, mais rien n'est sorti. Cela faisait 3 semaines depuis le mariage. Mon appartement semblait trop calme. J'avais arrêté de vérifier le groupe familial, celui que j'avais quitté. Ma mère n'a plus jamais appelé. Noël est arrivé et reparti. Je l'ai passé à manger un pad thaï sur mon canapé, en regardant un documentaire sur des naufrages. De circonstances, j'imagine. J'ai commencé à réaliser à quel point mon identité avait été liée au fait d'arranger les choses pour Chloé. Pour mes parents, pour tout le monde. Sans ce rôle, je ne savais pas vraiment qui j'étais. Un après-midi, j'ai fouillé dans mon placard et j'ai trouvé une boîte à chaussures pleine de vieilles photos. Celle de quand Chloé et moi étions enfants. Pyjama assorti, fête d'anniversaire, un voyage à la plage où on faisait des châteaux de sable et on se battait pour avoir le dernier jus de fruits. Je me suis assise par terre à fixer nos stupides visages couverts de coups de soleil et je me suis demandé si tout ça avait été réel. M'avait-elle jamais vu comme sa sœur ou juste comme un filet de sécurité, moi aussi? Je n'ai pas jeté les photos. J'ai juste remis la boîte. Certaines choses ne valent pas la peine d'être brûlées même quand elles font mal. Mais c'est là que ça s'est vraiment ancré en moi. Ce n'était pas juste la fin d'une dispute.
C'était la fin d'une relation. Une relation que j'avais portée seule pendant des années sans m'en rendre compte. Et elle n'a jamais dit merci une seule fois. Décembre est passé vite. Matin froid, givre sur les fenêtres, lumière de fête accrochée aux maisons comme si de rien n'était, comme si le monde avait juste continué de tourner sans rater un battement. Je n'avais eu de nouvelles de personne de ma famille depuis Noël. Pas même un email de chaîne de vœux transféré de tante Linda, qui avait l'habitude d'envoyer ses trucs de 25 jours de gratitude réglés comme une horloge. Rien. C'était comme si j'avais été discrètement découpé de la photo de famille. Pas de grands discours, pas de confrontation, juste effacé. Je pensais que peut-être le nouvel an briserait le silence, que quelqu'un craquerait, que quelqu'un m'enverrait un truc bête et neutre. Tu viens chez maman? Ou, j'espère que tu vas bien. Mais le seul message que j'ai eu le matin du 1er janvier venait d'un ancien collègue. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé dans une petite brasserie qui était encore ouverte, je me suis assise près de la fenêtre, et j'ai mangé des crêpes toute seule pendant qu'un jeune couple dans le coin donnait des bouchées à leur tout petit. Je ne me sentais pas désolé pour moi-même. Je ne me sentais même pas triste. C'était juste calme. Et puis, quelque part autour du nouvel an, j'ai reçu un email de Chloé. Pas un message, pas un appel, un véritable email. L'objet était, pour ce que ça vaut. Pas de salutation, pas d'excuses, juste un pavé de texte. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Que je lui avais toujours fait sentir qu'elle me devait quelque chose. Que je n'avais jamais compris à quel point c'était dur de grandir dans mon ombre, même si je pensais l'aider. Que j'avais fait exploser sa vie par méchanceté. Elle a dit que Thomas n'avait jamais été parfait. Que Lucas était une erreur. Que j'avais ruiné son avenir. Elle n'a pas dit pardon. Elle a dit que je l'avais faite se sentir comme une moins que rien. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Tu m'as fait me sentir comme une moins que rien. Drôle, ai-je pensé. C'est exactement ce qu'elle m'avait dit avant de me virer du mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai archivé le message et bloqué l'email. C'était la dernière fois qu'elle a essayé de me contacter. J'ai commencé une thérapie en janvier. Pas parce que je me sentais brisé, mais parce que je ne voulais pas devenir insensible. J'avais besoin de trier les années passées à essayer d'être son filet, sa béquille, sa réparatrice. Je devais apprendre que protéger des gens qui ne veulent pas de votre protection ne vous rend pas noble. Ça vous rend juste fatigué. Un soir, ma psy m'a posé une question qui m'est restée. Quelle partie de vous attendez-vous encore qu'ils reconnaissent? Je n'ai pas répondu tout de suite, mais après un moment, j'ai dit que j'étais assez bien sans avoir besoin d'être utile. C'était ça. C'était la blessure que je n'avais pas réussi à nommer. Je ne sais pas où est Chloé maintenant. J'ai entendu par une cousine des mois plus tard qu'elle avait emménagé avec Lucas, qu'ils avaient rompu après 2 mois, qu'elle vit chez une amie et fait un boulot dont elle ne veut pas parler. Je ne lui souhaite pas de souffrir. Je ne lui souhaite rien vraiment. Je ne la considère juste plus comme ma sœur. Et ce n'est pas de la vengeance. C'est la paix.